Dans l'histoire, les actes de cruauté de certains souverains ont bien souvent participé à façonner leur légende. Ces rois et empereurs sont souvent dépeints comme des monstres, mais étaient-ils vraiment plus cruels que les normes de leur époque, ou simplement les victimes de récits amplifiés par leurs ennemis? Aujourd'hui, nous plongeons dans le passé pour explorer les vies de 4 figures emblématiques connues pour leur règne de terreur et de sang. Tout d'abord, Vlad l'Empaleur, ce prince des Carpates dont les châtiments macabres ont inspiré la légende de Dracula. Néron, l'empereur romain, aux excès démesurés, accusé d'avoir incendié sa propre capitale. Ivan le Terrible, le tsar russe, dont la paranoïa et la brutalité ont laissé un empire en ruine. Et enfin, Jean sans Terre, un roi anglais dont l'impopularité et la tyrannie ont marqué à jamais l'histoire médiévale. Au fil de cette vidéo, nous reviendrons sur leurs actes les plus sadiques et tenterons de les replacer dans leur contexte historique. Étaient-ils véritablement des tyrans sans limite ou bien les produits de leur époque respective? Bon visionnage. Dans les méandres de l'histoire médiévale de l'Europe de l'Est, peu de figures ont laissé une empreinte aussi indélébile que Vlad III, prince de Valachie, connu sous le nom de Vlad l'Empaleur ou Vlad Dracula. Né en 1431 à Sighisoara, en Transylvanie, Vlad III était le fils de Vlad II Dracul, membre de l'Ordre du Dragon, une confrérie chevaleresque dédiée à la défense de la chrétienté contre les Ottomans. La Valachie, une région située entre les Carpates et le Danube, était alors un territoire stratégique, un tampon entre les puissances chrétiennes de l'Europe centrale et l'Empire ottoman en pleine expansion. Dans ce contexte de conflits incessants et de lutte pour le pouvoir, Vlad III s'est forgé une réputation de leader impitoyable, déterminé à assurer la survie de son peuple par tous les moyens, aussi brutaux soient-ils. Dès son plus jeune âge, Vlad fut confronté à la cruauté du pouvoir. Envoyé en otage à la cour ottomane avec son frère cadet Radu, ils furent témoins des intrigues et des exécutions sommaires qui caractérisaient le règne de Mourad II. Ces années de captivité auraient profondément marqué Vlad, façonnant sa perception du pouvoir et de la violence. Libéré après la mort de son père et l'assassinat de son frère aîné Mircea, il entreprit de reprendre le trône de Valachie, un trône qui changeait fréquemment de main sous la pression des Ottomans et des puissances hongroises. Son retour au pouvoir, en 1456, marqua le début d'un règne sanglant, où la cruauté devint un outil de gouvernance. L'empalement, l'acte qui allait définir son nom pour l'éternité, devint rapidement sa méthode de prédilection pour punir ses ennemis et maintenir l'ordre. Cette méthode consistait à insérer un pieu en bois dans le corps de la victime, généralement par voie rectale ou vaginale, puis à le faire remonter lentement jusqu'à ce qu'il ressorte près de l'épaule ou de la bouche. Les pieux étaient souvent taillés de manière à éviter les organes vitaux, prolongeant ainsi l'agonie sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. L'objectif n'était pas seulement de tuer, mais de terroriser. Une anecdote célèbre relate comment, en 1462, Vlad fit empaler près de 20 000 soldats ottomans capturés devant la ville de Tarkoviste. Les pieux formaient une véritable forêt macabre, si impressionnante que l'armée du sultan Mehmed II, pourtant bien supérieure en nombre, rebroussa chemin, horrifiée par le spectacle. Mais l'empalement n'était pas réservé aux ennemis étrangers. Vlad l'utilisait également pour asseoir son autorité sur son propre peuple. Il faisait empaler les voleurs, les traîtres et même les nobles qu'il jugeait trop puissants ou insuffisamment loyaux. Une des histoires les plus notoires de son règne concerne un banquet organisé par Vlad où il invita de nombreux boyards, c'est-à-dire des nobles. Au cours du repas, il accusa ces derniers de trahison et sans préavis ordonna qu'ils soient empalés sur le champ. Il aurait ensuite poursuivi son dîner, entouré des corps agonisants, un geste à la fois symbolique et terrifiant, destiné à rappeler à tous qu'il ne tolérait aucune contestation. D'autres récits de sa cruauté abondent. Selon une légende, des émissaires ottomans ayant refusé de retirer leur turban, en signe de respect, auraient été punis d'une manière atroce. Vlad aurait ordonné que leur turban soit cloué à leur crâne, une démonstration brutale de sa volonté de briser l'arrogance de ses adversaires. Dans une autre anecdote, il aurait brûlé des villages entiers en Valachie, non seulement pour priver les Ottomans de ressources, mais aussi pour décourager toute forme de rébellion locale. Ces actions, bien que d'une violence extrême, avaient une logique implacable, instaurer la peur comme arme de dissuasion. Cependant, la cruauté de Vlad n'était pas uniquement motivée par un désir de vengeance ou de domination. Elle était également une réponse pragmatique
aux défis uniques auxquels il faisait face. La Valachie, petite principauté encerclée par des ennemis puissants, n'avait ni les moyens financiers ni les effectifs militaires pour soutenir une guerre prolongée. La terreur dans ce contexte devenait une stratégie militaire économique. Par ses actes, Vlad cherchait à compenser les faiblesses de son royaume par une image de puissance démesurée. Ce mélange de pragmatisme et de sadisme a contribué à forger son héritage ambigu. Toutefois, il est important de noter que l'image de Vlad l'Empaleur a été façonnée autant par la propagande de ses ennemis que par ses propres actions. Les marchands saxons de Transylvanie, qui souffraient de ses politiques commerciales strictes et de ses attaques militaires, ont largement contribué à la diffusion de récits exagérés sur sa cruauté. Ces chroniques, souvent accompagnées de gravures macabres, ont peint Vlad comme un tyran sanguinaire, consommé par un désir insatiable de violence. Ces récits, bien que partiellement fondés sur des faits réels, ont été amplifiés pour discréditer son règne et le diaboliser aux yeux de l'Europe occidentale. Cependant, dans son propre pays, Vlad est perçu différemment. En effet, en Roumanie, il est vénéré comme un héros national, un défenseur inflexible de la chrétienté contre les Ottomans. Son règne, bien que marqué par la terreur, a également été une période de stabilité relative pour la Valachie. En résistant aux ambitions impériales de ses voisins, Vlad a permis à son peuple de conserver son autonomie dans un contexte géopolitique extrêmement hostile. Cette dualité dans son héritage reflète la complexité de son personnage. Un homme à la fois cruel et visionnaire, dont les actes horribles étaient guidés par un sens aigu de la survie et du devoir. Le nom de Vlad Dracula, quant à lui, a acquis une notoriété mondiale grâce à la littérature et au cinéma. Bram Stoker, dans son roman Dracula, publié en 1897, s'inspira du surnom de Vlad pour créer le personnage du comte vampire. Bien que le roman n'ait que peu de lien avec la vie réelle de Vlad l'Empaleur, il a contribué à immortaliser son nom dans l'imaginaire collectif, fusionnant son histoire avec des éléments de fiction gothique. Cette transformation culturelle a non seulement amplifié sa réputation de monstre, mais a également renforcé son statut de figure emblématique, oscillant entre réalité historique et légende. Néron, né Lucius Domitius, Aenobarbus, en 37 après Jésus-Christ, fut l'un des personnages les plus controversés de l'histoire romaine. Devenu empereur en 54 après Jésus-Christ, il régna pendant 14 ans sur un empire romain en proie à des tensions sociales, économiques et politiques. Son règne, dernier de la dynastie des Julio-Claudiens, fut marqué par des excès, des actes de cruauté inimaginables et une quête effrénée de plaisir personnel qui mena sa chute tragique. Son ascension au pouvoir fut orchestrée par sa mère ambitieuse, Agrippine la Jeune, l'une des figures féminines les plus redoutables de l'Antiquité. Agrippine, après avoir épousé l'empereur Claude, réussit à évincer Britannicus, le fils légitime de Claude, pour faire reconnaître son propre fils, Néron, comme héritier. À seulement 17 ans, Néron monta sur le trône sous l'étroite supervision de sa mère. Les premières années de son règne furent relativement calmes grâce à l'influence stabilisatrice de ses conseillers Sénèque et Burrus. Mais très vite, la relation avec Agrippine se détériora, cette dernière ne supportant pas de voir son fils échapper à son contrôle. Leur conflit culmina dans l'un des actes les plus choquants de l'histoire impériale, le matricide. En 59 après Jésus-Christ, Néron, excédé par les intrusions de sa mère dans ses affaires, ordonna son assassinat. Les récits rapportent qu'il tenta d'abord de l'éliminer de manière subtile en truquant un accident. Pour cela, il fit construire un bateau conçu pour couler alors qu'Agrippine effectuait une traversée. Cependant, celle-ci survécut miraculeusement en nageant jusqu'au rivage. Face à cet échec, Néron opta pour une méthode plus directe. Des soldats furent envoyés pour la poignarder chez elle. Selon la légende, Agrippine, comprenant son destin, aurait dénudé son ventre et crié « Frappez ici, dans mon ventre, celui qui a porté Néron ». L'empereur, après son meurtre, aurait inspecté son cadavre avec une curiosité morbide. Cet acte marqua un tournant décisif dans le règne de Néron, révélant au grand jour sa cruauté et son mépris des liens familiaux. Les années suivantes furent marquées par des excès de plus en plus incontrôlables. Obsédé par son image et son amour pour les arts, Néron aimait se produire en public comme acteur, poète et chanteur, des activités jugées indignes d'un empereur. Il obligeait les sénateurs à assister à ses représentations, souvent interminables, sous peine de sévères sanctions.
Les spectateurs, même malades ou épuisés, devaient rester jusqu'à la fin, certains feignant la mort pour échapper à son interminable narcissisme. Un sénateur aurait même accouché sa femme en pleine représentation, tant il était impossible de quitter l'audience. Mais les récits d'horreur de son règne furent infligés non pas sur scène, mais dans la réalité. L'incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'Empire. Pendant 6 jours, le feu dévora les quartiers densément peuplés de la ville, laissant des milliers de personnes sans abri. Les historiens anciens, comme Tacite et Suétone, rapportent que Néron aurait regardé la ville brûler depuis sa villa sur l'Esquilin, jouant de la lyre et chantant des vers sur la destruction de Troie. Bien que cette anecdote soit probablement une exagération, elle reflète l'opinion générale sur son insensibilité. Pour détourner les soupçons qui pesaient sur lui, Néron accusa les chrétiens d'avoir déclenché l'incendie, inaugurant ainsi l'une des premières grandes persécutions de cette communauté naissante. Les supplices infligés aux chrétiens furent d'une cruauté inimaginable. Certains furent crucifiés, d'autres dévorés par des bêtes sauvages dans les arènes, et beaucoup furent brûlés vifs pour servir de torches humaines lors des festivités nocturnes dans les jardins de Néron. Tacite décrit ces scènes macabres avec horreur, soulignant que même ceux qui ne sympathisaient pas avec les chrétiens trouvèrent ces châtiments inhumains. Néron, quant à lui, semblait se réjouir de cette violence, voyant dans ces spectacles sanglants une opportunité de satisfaire ses désirs de grandeur et d'amusement. La violence de Néron ne s'arrêtait pas aux chrétiens ni à ses ennemis politiques. Il élimina également ses proches avec une froideur glaçante. Sa première épouse, Octavie, fut accusée d'adultère et exilée avant d'être assassinée. Sa deuxième épouse, Poppaea Sabina, mourut selon les récits sous les coups de pied de Néron alors qu'elle était enceinte. Cette mort, bien que tragique, n'empêcha pas Néron de continuer à se consacrer à ses excès. Une anecdote troublante raconte qu'il aurait fait embaumer le corps de Poppaea pour le garder près de lui, refusant de se séparer de celle qu'il avait tuée. Les goûts extravagants de Néron se reflétaient également dans son obsession pour les constructions monumentales. Après l'incendie de Rome, il entreprit la construction de la Domus Aurea, un palais somptueux, recouvert d'or et décoré de fresques splendides. Ce projet mégalomane, financé par des taxes écrasantes, suscita l'indignation du peuple et du Sénat. Les jardins du palais, bordés d'étangs artificiels, de portiques et de statues colossales, témoignaient de l'orgueil démesuré de l'empereur, qui se considérait comme un dieu vivant. Le Sénat, bien que soumis aux caprices de Néron, voyait son autorité continuellement humiliée. Lors des Jeux, l'empereur ne se contentait pas d'être spectateur. Il participait lui-même, parfois déguisé, à des courses de chars ou à des représentations théâtrales. Ce comportement choquait profondément la classe dirigeante romaine, pour qui ces activités étaient indignes d'un homme de sa position. Mais Néron se moquait des conventions, préférant les flatteries et les acclamations du peuple à l'approbation de ses pairs. Cependant, le règne de Néron finit par sombrer dans le chaos. Les provinces se révoltèrent et ses partisans les plus fidèles se retournèrent contre lui. Abandonné par le Sénat et déclaré ennemi public, Néron, à seulement 30 ans, choisit de se suicider en 68 après Jésus-Christ. Selon la tradition, ses derniers mots furent « Quel artiste périt avec moi ?» un témoignage poignant de son narcissisme jusqu'à la fin. Après sa mort, le souvenir de Néron devint le terreau fertile de nombreuses légendes et mythes. Les premiers chrétiens qui l'avaient persécuté avec une brutalité inégalée le dépeignirent comme l'incarnation du mal, certains allant jusqu'à le qualifier d'antéchrist. Ses excès, sa cruauté et sa folie ont sans doute été amplifiés par les historiens antiques, notamment Suétone et Tacite, qui dressèrent de lui le portrait d'un tyran dégénéré. De nos jours, il reste une figure complexe, oscillant entre l'artiste passionné et le despote sanguinaire, un homme dont le nom résonne encore comme un symbole de décadence et de destruction. Ivan IV Vassilievitch, plus connu sous le nom d'Ivan le Terrible, est l'une des figures les plus fascinantes et effrayantes de l'histoire de la Russie. Couronné premier tsar de Russie en 1547, son règne, qui dura près de 4 décennies, est marqué par des contradictions profondes. D'une part, une centralisation sans précédent de l'État russe et une expansion territoriale colossale. D'autre part, une violence extrême, nourrie par une paranoïa grandissante qui fait de lui un tyran redouté. Il incarne à lui seul l'ambivalence du pouvoir absolu entre grandeur et barbarie. Né en 1530, dans un contexte de troubles politiques, Ivan connaît une enfance difficile, marquée par la mort prématurée de ses parents et les intrigues brutales des boyards. Ces nobles Russes
qui se disputait le pouvoir pendant sa minorité. Cette enfance traumatisante forge une personnalité instable, méfiante et violente. Dès son accession au trône en 1547, Ivan cherche à affirmer son autorité en se proclamant tsar de Russie, un titre inédit qui symbolise son ambition de régner comme un monarque absolu, à l'image des empereurs byzantins. Il initie un vaste programme de réformes destiné à centraliser le pouvoir, affaiblir les boyards et moderniser l'administration. Sous son règne, la Russie s'étend considérablement, annexant des territoires comme Kazan et Astrakhan, consolidant ainsi son emprise sur les steppes et ouvrant la voie à l'expansion vers la Sibérie. Ces victoires militaires, bien que spectaculaires, s'accompagnent d'une violence extrême. Lors de la prise de Kazan en 1552, Ivan aurait ordonné le massacre de milliers de Tatars, femmes et enfants compris, pour s'assurer de leur soumission. Mais cette grandeur est rapidement éclipsée par la terreur. En 1560, la mort de sa première épouse, Anastasia Romanovna, marque un tournant décisif dans son règne. Persuadé qu'elle a été empoisonnée par les boyards, Ivan sombre dans une paranoïa destructrice. Cette méfiance se cristallise en 1565 avec la création de l'Oprichnina, un régime de terreur destiné à éliminer les traîtres réels ou supposés. Les oprichniks, sa garde personnelle, sont des agents brutaux vêtus de noir, portant une tête de chien et un balai sur leurs chevaux, symbole de leur mission. Flairer les trahisons et purifier le royaume. Ils exercent une violence sans limite, brûlant des villages entiers, torturant et exécutant des milliers de personnes, souvent sur la base de simples soupçons. Le massacre de Novgorod en 1570 illustre la folie meurtrière d'Ivan et la cruauté des oprichniks. Convaincu que les habitants de cette ville prospère et influente complotent pour se rallier à la Pologne, Ivan ordonne une répression impitoyable. Pendant 5 semaines, la population est soumise à des atrocités indescriptibles. Hommes, femmes et enfants sont noyés dans la rivière Volkhov, battus à mort ou brûlés vifs. Selon certains récits, Ivan aurait lui-même participé aux tortures, assistant avec une satisfaction morbide aux souffrances infligées. On estime que des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes périrent lors de cet épisode sanglant, laissant Novgorod en ruine. La violence d'Ivan ne s'arrête pas aux frontières de son royaume, ni à ses ennemis supposés. Sa propre famille devint victime de sa fureur. Ainsi, en 1581, lors d'une dispute avec son fils Ivan, le tsar, emporté par la colère, le frappe violemment avec son sceptre, causant sa mort. Cet acte, immortalisé dans une peinture célèbre d'Ilya Répine, symbolise la tragédie personnelle d'Ivan et les conséquences de son tempérament imprévisible. La mort de son héritier direct plonge la dynastie des Rourikides dans une crise qui aboutira, quelques décennies plus tard, à la période troublée connue sous le nom de Temps des troubles. Mais les explosions de violence d'Ivan ne se limitent pas à sa famille. Les récits abondent sur les actes de cruauté sadique qu'il aurait commis ou supervisés. Il aurait ainsi fait rôtir vivants des nobles accusés de trahison ou les aurait enfermés dans des cages avec des ours affamés pour les punir. Lorsqu'il n'était pas directement impliqué, Ivan prenait plaisir à observer les tortures infligées par ses sbires, trouvant dans ces spectacles une forme de divertissement macabre. La peur qu'il inspire est telle que personne n'ose contester ses décisions, même les plus absurdes ou cruelles. Malgré sa violence, Ivan est également un homme de culture et de foi. Il fait construire la célèbre cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge à Moscou, un chef-d'œuvre de l'architecture russe qui témoigne de son désir d'immortaliser son règne. Selon une anecdote célèbre, bien qu'invraisemblable, Ivan aurait fait crever les yeux des architectes pour s'assurer qu'ils ne reproduisent jamais un édifice d'une telle splendeur. Cette dualité entre son côté bâtisseur et destructeur illustre la complexité de sa personnalité. La paranoïa d'Ivan, alimentée par les complots réels ou imaginaires, atteint son paroxysme dans les dernières années de son règne. Malade et affaibli, il se méfie de tous, y compris de ses proches conseillers. Les purges se multiplient, rendant le climat politique de plus en plus instable. Ivan, persuadé d'agir selon la volonté divine, voit dans ses actes de violence une mission sacrée pour purifier la Russie. Pourtant, son règne laisse un pays exsangue, ruiné par les guerres incessantes et des campagnes de terreur qui désorganisent profondément la société. Lorsqu'Ivan meurt en 1584, il laisse derrière lui un héritage contrasté. D'un côté, il est le tsar qui a renforcé la centralisation de l'État russe, posé les bases de l'Empire et étendu les frontières. De l'autre, il est le tyran sanguinaire, dont les excès ont traumatisé la Russie et préparé le terrain pour une période de chaos. La légende noire, nourrie par des anecdotes effrayantes et des récits exagérés, le dépeint comme un monstre, mais aussi comme un homme complexe, à la fois visionnaire et destructeur.
Le nom d'Ivan le Terrible résonne encore aujourd'hui comme un symbole de la tyrannie, mais aussi de la puissance. Son règne est une leçon sur les dangers de l'autoritarisme et la folie du pouvoir absolu. Une tragédie humaine et politique qui continue de fasciner et d'effrayer, même des siècles après sa mort. Jean Santerre, né en 1166, est l'un des rois les plus controversés de l'histoire d'Angleterre. Dernier des 5 fils du puissant Henri II et de l'ambitieuse Aliénor d'Aquitaine, il grandit dans l'ombre de ses frères aînés, particulièrement Richard Cœur de Lion, héritier du trône. Dès son jeune âge, Jean fut marqué par son statut de fils cadet, ne recevant aucun fief en héritage, d'où son surnom précoce de Jean Santerre. Pourtant, malgré cette désignation peu flatteuse, il gravit les échelons du pouvoir à travers des intrigues, des trahisons et une série d'événements qui allaient le propulser sur le trône d'Angleterre en 1199. Ce règne, qui s'étendit jusqu'à sa mort en 1216, fut une période de chaos, de tyrannie et de désastre. Jean est aujourd'hui connu non seulement pour ses échecs militaires et politiques, mais aussi pour sa cruauté envers son peuple et sa famille, ainsi que pour son rôle involontaire dans la création de la Magna Carta, un des documents fondateurs des libertés occidentales. La montée au pouvoir de Jean fut marquée par des rivalités sanglantes au sein de la famille Plantagenet. Son père, Henri II, fut trahi à plusieurs reprises par ses propres fils dans des rébellions dynastiques où chaque frère cherchait à revendiquer sa part de pouvoir. Jean, bien qu'étant le plus jeune, joua habilement de ces luttes intestines pour se rapprocher du trône. Il fut accusé à plusieurs reprises de comploter contre ses frères, notamment Richard, qu'il tenta de renverser en 1193, alors que ce dernier était retenu en captivité en Allemagne. Cette tentative échoua, mais elle révéla un trait central de la personnalité de Jean, une ambition démesurée, doublée d'une absence totale de loyauté, même envers sa propre famille. Lorsque Richard mourut en 1199, sans héritier direct, Jean s'empara du trône, écartant son neveu Arthur de Bretagne, le fils de son frère aîné Geoffroy, qui avait pourtant un droit légitime à la couronne. La manière dont Jean traita Arthur reste l'un des épisodes les plus sinistres de son règne. En 1202, au cours d'une campagne militaire en Normandie, Jean captura son jeune neveu et le fit emprisonner au château de Rouen. Peu après, Arthur disparut dans des circonstances mystérieuses. Selon des témoignages contemporains, Jean aurait poignardé Arthur lui-même dans une crise de rage, ou encore ordonné à ses gardes de le noyer dans la Seine. Bien que les détails exacts de la mort d'Arthur restent flous, cet acte renforça la réputation de cruauté de Jean et provoqua l'indignation de nombreux barons bretons qui rejoignirent la cause de son rival, le roi Philippe Auguste de France. Cette tragédie marqua également le début de l'effondrement de l'Empire angevin, un vaste ensemble de territoires qui comprenait l'Angleterre, la Normandie, l'Aquitaine et d'autres régions françaises. Les conflits avec Philippe Auguste furent désastreux pour Jean. Après une série de campagnes mal planifiées et mal exécutées, il perdit la Normandie en 1204, un coup dur pour les Plantagenets, qui considéraient ce duché comme le cœur de leur pouvoir en France. Cette défaite humiliante eut des répercussions profondes sur la noblesse anglaise, qui voyait dans ces pertes un signe de faiblesse et d'incompétence de leur roi. Jean, cependant, refusa d'accepter la situation et passa le reste de son règne à essayer de récupérer ses territoires perdus, ce qui le poussa à imposer des taxes exorbitantes à son peuple pour financer ses guerres. Ces impôts, combinés à ses méthodes brutales de collecte, lui valurent une haine généralisée parmi ses sujets, des paysans jusqu'aux nobles. Jean était réputé pour sa cruauté non seulement envers ses ennemis, mais aussi envers son propre peuple et ses alliés. Il n'hésitait pas à utiliser la famine comme arme de punition. Un des exemples les plus horribles de sa brutalité eut lieu au château de Corfe, où il fit enfermer 22 chevaliers rebelles ainsi que leurs familles, les laissant mourir de faim dans des conditions atroces. Les chroniques rapportent que les cris des prisonniers désespérés hantèrent les alentours du château pendant des semaines. Jean semblait presque prendre plaisir à infliger des souffrances à ses opposants. Plusieurs récits évoquent des tortures publiques, des mutilations et des exécutions particulièrement cruelles destinées à inspirer la peur. En tant que roi, il n'était pas limité par des considérations morales ou légales, ce qui lui permettait d'agir en toute impunité. Sa cruauté s'étendait également à son traitement des femmes. Jean était connu pour sa conduite scandaleuse envers les épouses et les filles de ses vassaux. Selon plusieurs témoignages, il confisquait souvent les terres de ses nobles et s'appropriait leurs épouses pour son propre plaisir. Cette attitude ne fit qu'aggraver la colère de la noblesse, qui voyait en Jean un tyran méprisant les codes de l'honneur féodal.
Sa relation avec l'Église était tout aussi tumultueuse. Lors d'un différend avec le pape Innocent III concernant la nomination de l'archevêque de Canterbury, Jean refusa de reconnaître le candidat soutenu par Rome, ce qui entraîna son excommunication en 1209. Pendant plusieurs années, l'Angleterre fut placée sous interdit, interdisant les sacrements religieux tels que le mariage ou l'enterrement chrétien. Jean, indifférent aux conséquences spirituelles pour son peuple, confisqua les biens de l'Église pour remplir ses coffres, aggravant encore davantage sa réputation de roi impie et cupide. Les abus de Jean finirent par provoquer une révolte massive parmi les barons anglais. En 1215, ces derniers, épuisés par les taxes et les humiliations, s'organisèrent pour imposer à Jean un document révolutionnaire, la Magna Carta. Ce texte, signé sous la contrainte, à Runnymede, limitait les pouvoirs royaux et garantissait certains droits aux barons, jetant les bases du futur constitutionnalisme anglais. Bien que Jean renia rapidement la Magna Carta, déclenchant une guerre civile, son impact à long terme fut immense. Ce document est aujourd'hui considéré comme un symbole fondateur des libertés individuelles et de la primauté du droit sur le pouvoir absolu. Jean mourut emporté par une dysenterie au milieu de cette guerre civile. Son règne laissa l'Angleterre dans un état de chaos, avec un royaume divisé et un héritier, son fils Henri III, trop jeune pour gouverner efficacement. Sa mort fut accueillie avec un mélange de soulagement et de mépris. Les chroniqueurs de l'époque n'épargnèrent pas leurs plumes pour dépeindre Jean comme un tyran cruel, incompétent et méprisable. Bien que certains historiens modernes aient tenté de nuancer ce portrait en soulignant les défis auxquels il était confronté, sa réputation de roi détesté demeure solidement ancrée dans l'imaginaire collectif. Jean Santerre incarne les dangers d'un pouvoir sans contrôle, un roi dont les échecs et la brutalité laissèrent une marque indélébile sur l'histoire d'Angleterre. Les figures de Néron, Ivan le Terrible, Jean sans peur et d'autres souverains similaires à travers l'histoire soulèvent des questions fondamentales sur la nature du pouvoir et son exercice à travers la cruauté. Malgré les siècles et les contextes très différents qui les séparent, ces dirigeants partagent plusieurs points communs. Tous ont recours à la violence extrême, à la répression et à la terreur pour maintenir leur autorité face à des défis internes et externes. Ils incarnent une forme de souveraineté où la peur devient un outil central de gouvernance et où les dissensions réelles ou imaginées sont systématiquement étouffées par le sang. Que ce soit Néron, accusé d'avoir incendié Rome pour remodeler la ville selon ses désirs, Ivan le Terrible et ses opprichniks, réduisant en cendres Novgorod, ou encore Jean Santerre, affamant ses ennemis dans les cachots, ces actes s'inscrivent dans une logique de domination brutale, mais aussi dans un contexte politique où l'instabilité et les menaces constantes semblaient nécessiter des réponses impitoyables. Cependant, il est crucial de reconnaître que leur cruauté n'était pas forcément exceptionnelle pour leur époque. Dans des contextes où le pouvoir se transmettait rarement sans violence et où les souverains devaient constamment affirmer leur légitimité face à des prétendants rivaux, les exécutions, tortures et purges étaient souvent perçues comme des moyens légitimes de gouverner. Les récits historiques eux-mêmes, souvent écrits par des chroniqueurs partiaux et hostiles, ont contribué à noircir leur portrait. Néron, par exemple, a vu son image façonnée par des auteurs-sénateurs hostiles à ses excès artistiques et politiques, et par les premiers chrétiens qui le considéraient comme un persécuteur. De même, Ivan le Terrible a vu sa légende noire amplifiée par les témoignages occidentaux qui avaient intérêt à caricaturer la Russie comme un royaume barbare. La Magna Carta, bien qu'un grand jalon pour la démocratie occidentale, fut aussi un acte de propagande baroniale contre Jean Santerre, mettant en avant ses abus sans reconnaître les circonstances dans lesquelles il gouvernait. Une autre question importante concerne la motivation derrière leur cruauté. Était-ce un outil politique pragmatique ou le reflet de troubles personnels plus profonds? Ivan IV, marqué par une enfance traumatisante au sein d'une cour dangereuse, développa une paranoïa pathologique qui imprégna toute sa politique. La violence d'Ivan n'était pas seulement stratégique, elle traduisait aussi des délires psychologiques, comme en témoigne le meurtre impulsif de son propre fils. Néron, quant à lui, semble avoir combiné une mégalomanie artistique et un goût pour le pouvoir absolu, alimenté par une enfance dominée par une mère manipulatrice. Jean Santerre, en revanche, semble moins avoir agi sous l'impulsion de troubles mentaux que sous une incompétence politique flagrante, compensée par des actes de cruauté pour masquer son manque de légitimité et son incapacité à maintenir un royaume uni. Ces souverains méritaient-ils alors leur réputation de tyrans? Eh bien, en partie oui,
Les actes qu'ils ont commis dépassent souvent ce qui pouvait être considéré comme nécessaire ou acceptable, même selon les normes de leur temps. Toutefois, il serait simpliste de les réduire à de simples monstres. Ils étaient aussi les produits de leur époque, contraints d'agir dans des environnements où les structures politiques et sociales favorisaient l'autoritarisme et la violence. Ce n'est pas un hasard si leurs règnes sont souvent marqués par des périodes de crise intenses. Invasions étrangères, rébellions internes, tensions religieuses ou économiques. Ces conditions exacerbèrent leurs tendances naturelles ou leurs troubles, et leur cruauté devint une réponse, maladroite ou excessive, à ces défis. Étudier ces figures historiques est essentiel pour comprendre la complexité du pouvoir et les dilemmes qu'il impose. Le pouvoir absolu, qu'il soit détenu par un empereur romain, un tsar russe ou un roi médiéval, a toujours impliqué des choix difficiles entre la clémence et la répression. La cruauté, bien qu'elle choque nos sensibilités modernes, peut parfois être interprétée comme une tentative désespérée de préserver un ordre fragile. Toutefois, elle soulève aussi des questions morales intemporelles. Jusqu'où un leader peut-il aller pour maintenir son autorité? À quel point la violence devient-elle un outil de destruction plutôt qu'un moyen de contrôle? Ces questions résonnent encore aujourd'hui dans nos discussions sur les dirigeants autoritaires de notre époque et les abus qui découlent de leur pouvoir. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don via Tipeee ou en utilisant le bouton merci de YouTube. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt, ou à tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.